Bien. Europe 1 Culture Média. Décidément. Ouais, on le remet parce qu'on Ça adore. nique. On adore ces petites notes signées Arthur H, Exact. qui signe le portrait Depuis près de 25 ans maintenant. C'est ça, 23 ans exactement. C'est devenu un peu une institution de la télévision, ce portrait, Audrey Crespo-Mara, où c'est votre 3e saison aux commandes quatrième aux commandes de ce portrait. Vous avez succédé à Thierry de Mézières. Un portrait très particulier, puisque vous êtes comme lui dans l'ombre. On n'entend que votre voix. Pourquoi ce choix d'ailleurs? Qu'est-ce que ça apporte au portrait? C'était la signature du portrait et quand Thierry Tullier et Emmanuel Cham l'ont confié, il n'était pas question de changer cette signature-là. Moi, ça ne me gênait pas qu'on ne me voit pas, parce qu'on se dit toujours, les gens d'antenne, ils ont peut-être un ego tellement boursouflé qu'il faut absolument les voir. Pas du tout. Moi, je trouve qu'au contraire, ça apporte beaucoup. C'est-à-dire que on est intéressé avant tout par la réaction de l'invité et même. Ce qui est intéressant, c'est que pendant mes questions, vous les voyez réagir et donc ça apporte autre chose, clairement. Et la lumière, et c'est un écrin qui est magnifique. Et c'est un portrait particulier aussi parce qu'il est long, près de 15 minutes. À cette heure-là, c'est assez unique à la télévision. Oui, c'est unique, clairement. Je vous dis, c'est un écrin formidable parce que c'est l'interview la plus longue de la télé, autour de 15 minutes. La plus regardée, enfin c'est autour de 4-5 millions, et la plus confortable parce qu'il n'y a pas le stress du direct. Et donc pour obtenir des confessions, évidemment, c'est un luxe. Pour faire 15 minutes, vous tournez combien de temps? Ça, c'est très aléatoire. Quand j'ai interviewé Emmanuel Macron, j'ai eu droit à 17 minutes parce qu'il n'a jamais de temps. Ah oui. Florent Pagny, c'était plus long. Florent Pagny, je l'ai suivi pendant un an, donc là, effectivement, ça c'était fabuleux. En fait, il m'avait appelé pour que je le suive sur son combat contre le cancer et sa reconstruction, et donc on a eu effectivement plus de temps ensemble. Et puis alors c'est un mélange entre personnes de la société civile et célébrités. Comment vous faites votre casting? J'y vais beaucoup au feeling, à l'intuition et à l'envie d'interviewer des gens. Je me dis qu'après tout, j'ai ce luxe d'avoir cette case d'interview et autant passer du temps avec des gens qu'on a un minimum envie d'interviewer. Et puis alors, donc les célébrités certes, et les anonymes qui ont un parcours de vie incroyable, qui ont des destins hors normes et qui nous transportent dans d'autres vies qu'on n'aurait pas pu imaginer le plus souvent. Donc je pense à Stéphane Voirin, cet homme qui danse devant le cercueil de sa femme. C'était sa seule interview. C'était d'une dignité, d'une grâce absolue. Et puis il y a 1000 personnalités. On fait peu de politique. Là, j'ai eu Gabriel Attal ce week-end, mais qui était dans un mode d'ailleurs plus confession et intime. Gabriel Attal, évidemment, ça a fait beaucoup parler. Ça a fait d'ailleurs l'un de vos records d'audience. Il a raconté notamment le harcèlement qu'il a subi à l'école. Vous allez nous raconter d'ailleurs les coulisses de cet entretien dans un instant, juste après la session de rattrapage du ministre de l'Humour, Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill, ce matin avec Audrey Crespo-Mara. Et alors, vous avez eu l'un de vos records d'audience la semaine dernière, Audrey, puisque vous receviez dans 7 à 8 le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a raconté notamment le harcèlement qu'il a subi, mais aussi la difficulté qu'il a eu à confier à son père son homosexualité. J'ai fini par me lancer. Je lui ai dit, papa, je suis tombé amoureux d'un garçon. Et là, il m'a souri. Et il m'a dit, ah mais c'est... enfin, tu m'en parles. Tout le reste n'a aucune importance à côté de l'amour. Il m'a dit, bon, j'espère que je serai sorti ce week-end de l'hôpital pour qu'il puisse venir manger le poulet à la maison dimanche avec nous. Il s'est endormi et le lendemain, il est mort. Donc dire que vous avez été soulagé de la mort de votre père, ce que prétend l'auteur du livre, ce qu'il écrit même. C'est immonde de dire un truc pareil. J'imagine qu'un portrait comme celui-là, Audrey Crespo-Mara, c'est une longue négociation, non? Alors en fait, j'avais lu dans l'Obs un article sur le harcèlement. J'avais vu une courte phrase qui laissait entendre que Gabriel Attal avait été victime de harcèlement, mais sans plus. Donc j'ai appelé son conseiller en lui disant « Je crois comprendre que ». Il m'a dit « Je vous rappelle ». Il m'a rappelé, Gabriel Attal veut vous voir. Donc je suis allée au ministère, on a passé une bonne heure ensemble où il m'a raconté effectivement tout ce qu'il avait vécu. Je sentais qu'il avait à la fois envie de révéler cela, mais que ça le gênait aussi de parler de lui. Un poste de ministre, c'est compliqué. Et donc j'ai laissé mûrir sa réflexion. Enfin voilà, il a réfléchi un petit moment et ils m'ont rappelé. Et on a fait cette interview qui n'était pas simple. Parce que c'est se mettre à nu, c'est révéler il vous le dit d'ailleurs au grand public, voilà, à la fois qu'il a été harcelé, à la fois qu'il est homosexuel, la difficulté qu'il a eu justement à parler du harcèlement à ses parents parce que ça impliquait de révéler l'objet du harcèlement et donc
une orientation sexuelle en pleine construction à 14-15 ans. Ouais. Ensuite, ce que vous venez effectivement de passer à l'antenne, la difficulté de révéler à son père l'homosexualité, parce que ce n'était pas simple. C'était très fort, et en même temps, je pense qu'au-delà de son récit, il y avait un message universel, comme souvent dans les portraits, qui est de dire, voilà, le pire, c'est de penser, au moment où on est harcelé, qu'il n'y a pas de fin à la souffrance, et il n'y a rien de pire, et c'est pour ça que certains mettent fin à leur jour, ce qui est terrible, hein, on le voit dans l'actualité, avec Nicolas, avec l'INSEE. Et de dire, voilà, on peut cicatriser, on peut se relever, on peut avancer. Et je crois que son engagement contre le harcèlement scolaire a évidemment une origine très personnelle. Et il y met, on le voit bien, beaucoup de ses forces. J'imagine que les thèmes de l'interview sont calés à l'avance. Vous savez dans les grandes lignes ce qu'il va dire ? Alors là, bon, moi, il m'avait parlé pendant une heure au ministère, donc je savais quel était le propos. La difficulté ensuite, c'est effectivement lui dire, bon, le deal, c'est qu'effectivement, le portrait, c'est c'est parler de soi, c'est quelque chose d'intime. Et vous composez, moi je compose tout le temps avec les pudeurs de l'invité, et c'est bien logique. En revanche, l'idée, c'était vraiment qu'il témoigne de ce qu'il avait vécu. Et c'était pas une interview politique. Ouais. Quand j'ai reçu Emmanuel Macron, Marine Le Pen, dans le dimanche de l'entre-deux tours, il y avait une partie intime. Bon là, le timing était plus compliqué parce qu'on était vraiment dans une course à l'élection, mais Édouard Philippe, pareil, c'était très intime. Et Gabriel Attal, encore plus forcément, puisque ce témoignage, cette révélation, elle est tellement forte. Et je pense que moi, j'ai reçu beaucoup de messages qui relevaient sa sincérité. Et cette sincérité-là, elle est là quand vous parlez de quelque chose d'intime, et pas quand vous rentrez à nouveau dans le logiciel comme politique. Et, voilà. Et là, pour ce portrait, il a fallu combien de temps de tournage, du coup ? Une trentaine de minutes. Ouais, d'accord. Pour 15 minutes. Ouais. Et parce après, moi, je passe une journée au montage pour justement que le récit soit très fluide, et puis respecter la sincérité de ce témoignage, et ne surtout pas, être infidèle finalement à ce qu'il m'a révélé. Et alors, un des secrets, c'est aussi sans doute la douceur dont vous faites preuve dans ces interviews. Il y a deux moyens d'obtenir des confessions. En général, c'est soit la violence, le rentre-dedans, ou la douceur, la complicité. Vous avez clairement choisi plutôt cette deuxième option. C'est pas que j'ai choisi, c'est que je suis comme ça en fait. Je pense qu'à la télé, comme à la radio, vous ne pouvez pas jouer un personnage. Vous êtes qui vous êtes. Donc moi, je suis comme ça, et je pense par ailleurs qu'on obtient beaucoup plus de confidences et de choses quand on est sincère avec l'invité, qu'on le brusque pas, parce que des confessions comme ça, il faut faire, comme on dit, accoucher l'invité. C'est un peu un autre jargon, mais il faut parvenir à obtenir ces confidences, et c'est pas en les brusquant, je crois, que vous les obtenez. Ils ne vous doivent rien. Gabriel Attal, il n'a pas besoin de moi. Enfin, il a une cote de popularité dingue. Donc, il décide de révéler quelque chose de très intime, qui n'est pas simple, et à moi de l'aider en fait à délivrer ce témoignage. J'ai le souvenir d'un certain Thierry Ardisson, par exemple, qui avait d'autres techniques. À une époque, il faisait même les gardes à vue. Aux antipodes, donc oui, c'est ça. C'est amusant. Et cette interview, elle a été vue par 4,4 millions de téléspectateurs, et beaucoup plus en ligne, j'imagine, parce qu'après, c'est diffusé sur les réseaux. Oui, seconde vie aujourd'hui sur les réseaux, on le sait tous. Ouais. Et alors, ce dimanche, qui sera votre invité ? Ce dimanche, c'est Jacques Dutronc. Ce sera sa seule interview télé à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Donc je suis allée le retrouver dans son refuge corse sur les hauteurs de Monticello, qu'il ne quitte quasiment plus. Et alors là, c'est un autre exercice. Et c'est à voir dimanche dans 7 à 8 sur TF1. Et Audrey Crespo-Mara, vous présentez aussi les journaux sur TF1. Et bien dans un instant, nous vous proposons d'assister au journal des médias de Culture Média, signé Julien Pichenet. À tout de suite sur Europe 1.